Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la stratégie des grands investisseurs et des actifs qui composent leur portefeuille. On a vu dans la vidéo précédente, justement, on a parlé ensemble d'analyse fondamentale. On a évoqué comment calculer la valeur intrinsèque. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser justement au portefeuille des grands investisseurs de cette planète et quels sont les actifs justement qui composent leur portefeuille, quel est leur temps de détention et quelle est la taille du portefeuille en général. Et puis à la fin aussi, je vous partagerai justement le site qui m'a permis de trouver toutes les informations dont on va parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, hein, on va pouvoir démarrer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. On propose du contenu assez régulièrement et on essaye de alimenter la chaîne YouTube justement à peu près toutes les semaines. Donc, avant de commencer, hein, juste pour rappel, cette présentation, elle est uniquement à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce matériel, il a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière. Et puis, toute référence à la performance passée ne préjuge pas forcément des résultats futurs. Donc, avant de commencer, hein, pourquoi s'intéresser aux stratégies des grands investisseurs? Donc, la première raison, c'est qu'ils ont des stratégies qui sont éprouvées sur le long terme. Vous allez le voir, hein, en général, c'est des stratégies qui arrivent à surperformer le marché et pas seulement sur 1 ou 2 ans, mais depuis plusieurs dizaines d'années, hein, pour la plupart des stratégies. Donc, ça va vous donner des idées aussi pour composer votre portefeuille. La deuxième point, c'est le fait que, en regardant les portefeuilles des grands investisseurs, comme je le disais, ça va vous donner des idées, mais ça va aussi vous donner des indications sur leur vision de marché et ce qu'ils anticipent eux pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et puis ensuite, le troisième point, c'est que s'intéresser au portefeuille des grands investisseurs, ça va vous permettre de comprendre comment eux ils gèrent leurs risques et quelles sont leurs convictions sectorielles. Vous allez voir, hein, parfois on a des actions qui se regroupent dans différents portefeuilles et parfois on a des trades opposés d'un portefeuille à un autre. Donc on va s'intéresser à tout ça aujourd'hui. Le premier de cette vidéo, on en a déjà parlé, hein, notamment dans la vidéo de l'analyse fondamentale, c'est Warren Buffett. Donc Warren Buffett qui lui utilise le value investing, hein, pour investir. Alors pour ceux qui ne savent pas, en bourse, il y a deux grands façon d'investir. Il y a ce qu'on appelle le value investing. Donc, le value investing, ça consiste à essayer de trouver une action qui est sous-valorisée par rapport à ce qu'elle devrait être. Et après, on a le growth investing. Et cette fois-ci, le growth investing, c'est de l'investissement de croissance. Et donc, on va essayer d'investir dans des actions qui ont un fort potentiel de croissance d'ici les prochaines années. Pour Warren Buffett, c'est pas le cas. Lui, il fait du value investing. Donc, il va essayer, comme on en avait parlé dans la précédente vidéo, de trouver la valeur fondamentale d'une action, la valeur intrinsèque, et de voir si cette valeur, elle est sous-évaluée par rapport au prix auquel elle devrait être. Dans ce cas-là, il va se positionner. Le deuxième point de la stratégie de Warren Buffett, c'est qu'il investit dans des entreprises en général qui ont des avantages compétitifs durables et qui sont leaders de leur marché. Là, il y a quelques exemples. Par exemple, on peut voir qu'il a 25,8% de son portefeuille sur Apple. Ensuite, il a une grosse partie de son portefeuille, 15,8% sur American Express. Il a 11% du portefeuille sur Coca-Cola. Il possède aussi un peu plus de 10% de son portefeuille sur Bank of America. Et puis après, il va être exposé à d'autres entreprises, mais qui sont toujours leaders de leur marché. Par exemple, on peut voir, il y a Chevron, il y a aussi Occidental Petroleum, sur lequel il possède 7,3, 7%, un peu plus de 7% pour Chevron, un peu plus de 5% pour Occidental Petroleum. Il a aussi pris une participation récemment dans Constellation Brands, hein, qui est la marque derrière la bière Corona, par exemple, où il a augmenté sa participation de 113%. Donc on voit que vraiment il investit sur des entreprises qui ont des avantages compétitifs durables et qui sont leaders sur leur marché.
Ensuite, la stratégie, elle va consister à faire que très peu de mouvements, hein. Il va prendre de grosses positions, mais il va que très peu en sortir. Là, récemment, il a réduit Bank of America de 7,2% de sa position totale. Mais généralement, il y a peu de mouvements. Ça reste des grosses positions qui focus justement bah, sur la qualité, sur le fait que ce soit des entreprises qui dominent leur marché et en moyenne de détention, hein, pour vous donner un exemple, il détient des actions pendant 21 ans. Donc, on voit que c'est vraiment de l'investissement long terme. Il détient 36 positions pour une taille de portefeuille totale de presque 260 milliards de dollars. Donc voilà, à la fin aussi, je vous montrerai le site sur lequel, comme je vous disais, sur lequel on va trouver toutes ces informations, mais là, vous l'avez, hein, c'est fiscal.ai. Deuxième investisseur qui va nous intéresser, c'est Ray Dalio. Donc Ray Dalio, c'est le président de Bridgewater Associates, hein, qui est une société de gestion assez connue dans la place financière. Il est connu, lui, pour avoir un all-weather portfolio, c'est le nom de son portefeuille, et d'être diversifié à un maximum. Contrairement à Warren Buffett, hein, qui détenait 36 positions, là on le voit, Ray Dalio, il en détient 664, donc c'est beaucoup plus diversifié, hein. Il y a beaucoup plus d'actifs qui composent son portefeuille et il n'y a pas que des actions. Il y a aussi des ETF sur des obligations, par exemple, mais aussi des matières premières, hein. Par exemple, on voit qu'il a récemment investi dans GLD, GLD qui est un ETF sur l'or. Il a aussi, on peut le voir dans son portefeuille, une grosse partie sur SPY. SPY, c'est un ETF sur le S&P. Et donc, voilà, il a quand même des positions assez importantes sur les ETF. Après, il a une position de 3,5% sur Alibaba. Et puis, il a des positions sur Microsoft, sur Salesforce, sur Amazon. Donc là, on le voit hein, dans son portefeuille, vraiment, il utilise un maximum la diversification pour réduire le risque et il essaye justement, lui, bah, d'investir en fonction des cycles économiques. C'est ce qui fait aussi partie de sa stratégie. Alors, le portefeuille de Ray Dalio, il est moins important que celui de Warren Buffett parce que il représente 21,5 milliards de dollars. Et donc, comme je le disais, il y a 664 positions, donc c'est un portefeuille assez diversifié. Il a récemment fortement augmenté son exposition parce qu'il a rajouté plus de 2000% d'investissement sur Alibaba. Et puis, lui, contrairement à Warren Buffett qui détenait ses actions pendant 21 ans, il les détient en moyenne pendant 10 ans. Ensuite, Carl Icahn. Alors, Carl Icahn, qui est aussi un investisseur très connu, hein, qui est connu être pour avoir une approche d'activisme actionnarial, c'est-à-dire qu'il va prendre des participations significatives dans des entreprises qui sont sous-évaluées, et après il va essayer d'influencer sur justement la stratégie, que ce soit via une restructuration, via des cessions d'actifs ou via l'augmentation de dividendes pour attirer plus d'investisseurs. Là, comme Warren Buffett, il va se concentrer sur quelques positions clés, hein. On est loin des 664 positions de Ray Dalio. Là, on en a 14 pour Carl Icahn, dont la majorité de son portefeuille, hein, 54,5%, sont justement sur Icahn Enterprise. IEP, c'est Icahn Enterprise. Et donc, après, il a justement une autre participation de 17,8% sur CVI. CVI, c'est CVR Énergie et son autre grosse position de 7,2% sur SWX, c'est Southwest Gas Holdings. Donc, c'est les trois principales positions de son portefeuille. Puis ensuite, il a d'autres positions, il en a au total 14. Et lui, il va essayer justement, comme je le disais, d'utiliser l'endettement dans la société pour justement influencer sur la gouvernance et essayer de gérer comme ça des modifications. Ensuite, on a Bill Ackman. Donc, Bill Ackman, lui, il est connu pour Pershing Square Capital Management, c'est sa société de gestion. Et son approche, elle est beaucoup plus soft que Carl Icahn, hein, et comme Warren Buffett, il va justement essayer de se concentrer sur le value investing, donc essayer de trouver des entreprises qui sont sous-valorisées par rapport à leur valeur potentielle. Et donc, voilà, donc il va essayer aussi
choisir des entreprises de qualité avec quand même un potentiel de croissance via des améliorations de gestion. Donc, on va retrouver en première position dans son portefeuille Uber. Ensuite, on va retrouver BN qui est pour Quilcor. Ensuite, on va retrouver d'autres positions, notamment dans des chaînes de restaurants. Par exemple, on va retrouver une position dans Chipotle de 9,1%. On va retrouver une position d'un peu plus de 12% dans les restaurants Brands. Donc, là, encore une fois, on a un portefeuille qui est assez concentré parce qu'on n'a que 11 positions. Et Bill Ackman, il a cette particularité où parfois il veut utiliser des produits dérivés pour couvrir son portefeuille ou parier sur des tendances macro. C'est ce qui avait été le cas notamment en 2020 pendant la crise Covid. Donc là, on peut voir que son portefeuille qui est assez diversifié sur des entreprises américaines. Ensuite, on a Georges Soros. Cette fois-ci, son approche, elle va vraiment être une approche de réflexivité et de d'opportunisme, si je puis dire. Et, Georges Soros, qui est connu pour avoir justement en 1992 parié sur la baisse du livre sterling et avoir engendré comme ça plusieurs milliards de dollars. Donc lui, il prend justement des positions macroéconomiques avec en général un fort levier lorsque les conditions sont favorables pour essayer d'amplifier sa position. C'est ce qui a fait sa fortune avec la livre sterling dans les années 92. Et il est connu pour être très réactif et faire des ajustements assez rapides sur son portefeuille. Là, il a récemment pris une position sur First Solar, une position de 3%. Il a une autre position aussi de 3% sur AstraZeneca. Et puis ensuite, il a des plus petites positions de 2,3%, notamment sur des entreprises comme Spotify, comme Rivian Automotive, comme Digital Oceans. Il a 25 positions au total et son portefeuille, il s'élève à 41,81 milliards de dollars. Ensuite, on a Howard Marks. Donc, Howard Marks, lui, il est connu pour Oaktree Capital Management, qui est encore une société de gestion assez reconnue dans ce milieu. Lui, son approche est vraiment des investissements dans le crédit et de la dette distressed. Donc, son but, c'est vraiment d'obtenir de bons rendements par rapport au risque qu'il va prendre. Et il va essayer de se concentrer justement sur les cycles de marché et sur la psychologie des investisseurs pour essayer de surperformer le marché. Alors sa stratégie, elle fait preuve de beaucoup de patience et de prudence parce que lui, il va vraiment essayer de rentrer sur un prix d'entrée qui est vraiment faible et va vraiment avoir une forte discipline justement pour essayer de rentrer sur le meilleur prix d'entrée possible. Il a une exposition justement aux actions modérées et puis il privilégie en général des obligations à haut rendement, notamment quand c'est l'opportunité se présente. Il a 168 positions en portefeuille, donc c'est quand même un portefeuille assez diversifié de 5,17 milliards de dollars. Et là, par exemple, la plus grosse société, c'est Tom PLC. Et puis, il a aussi un ordre de vente là sur le S&P via le SPY, donc, comme je le disais, qui est un ETF sur le S&P. Donc, de toute façon, à la fin, je vous montrerai le site pour que vous puissiez regarder vraiment en détail tous les portefeuilles. Et puis là, on en présente 8 dans cette vidéo, mais vous allez voir, il y en a beaucoup plus sur le site. Ensuite, Bill Gates. Bon, Bill Gates qui est connu pour être le fondateur de Microsoft, mais qui est aujourd'hui a quand même un rôle assez important dans l'investissement, notamment via la fondation Bill et Melinda Gates, mais ensuite via sa société de gestion qui s'appelle Cascade Investment. Il prend part et détient justement un portefeuille avec plusieurs actions. Alors, pas surprenant que la plus grosse détention du portefeuille de Bill Gates ce soit Microsoft, avec un peu plus de 25%, suivi par la société de son ami Warren Buffett, Berkshire Hathaway, dans lequel il détient un peu plus de 21%. Et puis, il va avoir après d'autres positions, notamment dans WM, qui est West Management, où il va avoir 17,9%. Dans Jirenco, dans Canadian National Railway, notamment, il a des expositions. Il a une exposition à Caterpillar, entre autres. Lui, ce qui l'intéresse, Bill Gates, c'est tout ce qui est les thématiques environnementales, énergie propre, technologie agricole, etc., etc.
Et il va vraiment essayer d'investir dans ce sens-là. Après, il a aussi des participations dans des leaders aux États-Unis. Par exemple, on voit qu'il a 1,4% de son portefeuille qui est investi dans Coca-Cola, 1,9% dans Walmart. Donc, il a un portefeuille quand même assez diversifié. Puis, son portefeuille, il représente 41,8 milliards de dollars aujourd'hui et il a un total de 25 positions. Et là, on va s'intéresser à un cas un peu à part, Michael Burry. Alors, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, parce que il a été connu notamment pendant la crise des subprimes pour avoir misé à la baisse le marché pendant cette période-là et avoir engendré plusieurs millions de dollars. Là aussi, il y a un film qui parle de son histoire, c'est The Big Short. Donc, lui, il utilise le value investing, mais contrairement, contrairement, il va pas essayer de trouver des actions sous-évaluées pour les acheter, mais au contraire, il va essayer de trouver des actions qui sont surévaluées par rapport à leur prix. Et dans ce cas-là, il va essayer de shorter et il va essayer comme ça de gagner de l'argent en pariant sur la baisse des marchés. On a fait une vidéo aussi qui explique justement qu'est-ce que la vente à découvert et comment ça fonctionne. Lui, c'est ce qu'il fait en majorité, notamment via l'utilisation de puts. Donc les puts, c'est les contrats de vente qui vous permettent en fait de pouvoir acheter à un prix ultérieur c'est une option de vente en fait sur une action. Donc par exemple, il a une option de vente sur Alibaba. Il a aussi une option de vente assez importante parce que ça représente presque la moitié de son portefeuille sur Nvidia, qu'il considère donc surévalué. Il a une autre option de vente, donc un autre put sur Baidu. Et donc, si le prix baisse, il pourra gagner comme ça pas mal d'argent. C'est contraire à d'autres investisseurs qui sont plutôt exposés long terme sur des actions comme Nvidia, comme Alibaba, qui ont plutôt des expositions assez long terme, hein. Par exemple, je le disais, Ray Dalio, lui, il avait augmenté son investissement dans Alibaba, mais Michael Burry, lui, il est contrarian, donc il va vraiment essayer de miser sur justement tout ce qui est baisse du marché. Donc, il a aussi un fort intérêt, lui, sur des small caps et tout ce qui est des secteurs oubliés. Et il est quand même bearish sur plusieurs segments du marché américain. Et donc, il a 7 positions qui composent son portefeuille et toutes les positions presque sont justement à la vente. Donc, une petite comparaison des styles, et puis après, je vous montrerai le site sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les informations et creuser un peu plus, avoir un peu plus de détails. Donc, Warren Buffett, il utilise le value investing, son horizon c'est long terme et il diversifie assez faiblement parce qu'il a quand même qu'une trentaine d'actions en portefeuille, la plupart exposées en plus sur les États-Unis. Ray Dalio, qui lui va vraiment essayer de se diversifier d'un point de vue macroéconomique, qui a un horizon long terme et qui lui est très diversifié, hein, parce qu'on l'avait vu, il a plus de 600 actions justement en portefeuille. George Soros, qui est lui qui va profiter des opportunités macro. Son horizon, c'est plus du court à moyen terme, hein, contrairement aux autres, sur la plupart, c'est du long terme. Mais lui, c'est plus du court à moyen terme et sa diversification, ça varie, ça dépend des périodes et des moments de marché. Ensuite, on a Carl Icahn. Donc lui, son style, c'est d'être actif dans justement les boards de société. On l'a vu, d'essayer justement via la dette ou via des réorganisations, de changer la gouvernance en place. Son horizon, lui, il est de moyen long terme, mais en général, il diversifie que très peu. Il a une faible diversification aussi. Pareil pour Bill Ackman, qui a une faible diversification, qui lui utilise de l'activisme, mais de beaucoup plus soft que Carl Icahn, mais aussi du value investing pour essayer de trouver des actions sous-évaluées et qui pourraient profiter justement en cas de deux, trois changements, à profiter et à connaître une croissance importante. Son horizon, c'est assez long terme et là aussi, il a une diversification quand même assez faible. Ensuite, on a Howard Marks. Donc, lui, son style, c'est vraiment de jouer sur tout ce qui est crédit et debt distressed. Son horizon, c'est long terme et sa diversification, elle est modérée. Ensuite, on a Bill Gates, donc, qui a un style d'investissement durable, hein, stable sur le long terme et qui va vraiment essayer de jouer la stabilité, qui a une diversification moyenne. Et puis Michael Burry, qui lui utilise le value investing, mais du style contrarian. Donc, au lieu d'acheter quand sous-évalué, il vend quand c'est surévalué.
sur un horizon moyen terme en général, et donc une diversification faible. Et donc voilà un peu les styles, les différents styles de gestion de ces 8 investisseurs. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller directement sur fiscal.ai, qui est le site. Une fois que vous êtes sur fiscal.ai, vous pouvez aller dans ressources et regarder justement dans Super Investors. Et là, vous allez avoir la liste de tous les investisseurs, donc tous les super investors qui sont disponibles, hein. Il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine. Donc là, vous allez pouvoir regarder, et si vous cliquez sur, par exemple sur n'importe quel portefeuille, là, par exemple, on peut prendre Stanley Miller qu'on n'a pas fait, donc vous allez pouvoir voir, hein, son portefeuille total, donc sa valeur de marché, elle est un peu plus de 3 milliards. Ici, vous allez pouvoir voir aussi l'analyse par industrie. Là, par exemple, on voit qu'il a investi 17,5% de son portefeuille dans le secteur pharmaceutique. Donc, vous allez pouvoir comme ça avoir toutes les informations sur le, ses investissements, dans quelle industrie il investit, et voir ici exactement la composition du portefeuille, voir ce qui a changé d'une période à l'autre et pouvoir regarder comme ça. Par exemple, vous pouvez voir qu'il a 5,7% de son portefeuille qui est sur Philip Morris, 15,7% sur Natera, etc. Et vous pouvez regarder pour tous les investisseurs, hein, ça va marcher. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller, rendre, aller visiter le site, hein. Vous allez pouvoir comme ça avoir pas mal d'informations et ça va peut-être même pouvoir vous donner des idées pour vos propres portefeuilles. Donc, je le rappelle, le site, c'est fiscal.ai. Et après, une fois que vous êtes sur le site, hein, vous allez dans ressources et dans Super Investors pour avoir justement la liste de tous les investisseurs, hein, qui sont la liste des portefeuilles de tous les investisseurs qui sont analysés. Vous n'avez plus qu'à cliquer, vous allez vraiment avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à laisser un commentaire si vous avez des questions pareilles. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.